Bienvenue sur Ici Éco. À peine un mois et demi après l'entrée en vigueur de la loi sur les loyers non résidentiels, le Parlement libanais est intervenu à la fin du mois de juillet pour y introduire des modifications substantielles touchant au cœur de l'équilibre supposé entre les droits des propriétaires et des locataires. En effet, le Parlement a adopté le mois dernier un amendement de la loi numéro 11 approuvé par 65 députés, rejeté par 20 et avec 15 abstentions. Les amendements entreront en vigueur après la publication de la loi modifiée au journal officiel. Parmi les principales modifications figure la réduction du taux de la valeur locative de référence, appelé le loyer équivalent, de 8% à 5% de la valeur estimative de vente du bien s'il était vide. De plus, la loi classe les locataires en 4 catégories, chacune bénéficiant d'une durée de prolongation différente. Et à noter que cette loi avait suivi un parcours législatif long et complexe, marqué par des blocages et reports, notamment avec le refus du gouvernement de Najib Mikati de la publier. Elle a finalement été promulguée sous le gouvernement de Nawaf Salam. Par la suite, le Conseil constitutionnel a rejeté tous les recours en inconstitutionnalité, à l'exception de l'annulation de l'alinéa D de l'article 10. La publication officielle de cette loi est attendue prochainement avec entrée en vigueur dès sa parution au journal officiel. Ce texte modifie la loi adoptée il y a environ 2 mois et sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé, n'en invalidant que partiellement une disposition. À ce sujet et au sujet des amendements majeurs qui devraient s'appliquer dans les prochains jours, nous accueillons Maître Judith Etieni, qui est avocat et docteur en droit. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Donc voilà, pour commencer, en tant qu'avocat et professeur de droit, que pensez-vous de l'idée de modifier une loi à peine 2 mois après son entrée en vigueur? Et à son processus législatif normal? Bien sûr que ce n'est pas un processus législatif normal et sain, parce que, en principe, lorsque le législateur vote une loi, il doit donner à cette loi la chance de s'appliquer. Donc, il doit donner un délai à cette loi pour qu'elle s'applique et observer cette application-là et évaluer les impacts de cette loi avant d'envisager des amendements. Et modifier un texte moins de 2 mois après sa mise en vigueur révèle soit une précipitation dans son adoption initiale, soit la découverte des lacunes et une découverte rapide des lacunes et des problèmes pratiques. À mon avis et à mon sens, il n'existe pas des raisons justificative pour un tel amendement à ce stade-là. D'autant plus que cette loi a été soumise à une étude pour de longues années au sein du Parlement, dans les comités parlementaires, depuis 2021. Donc, une telle démarche, un tel amendement peut donc être perçu comme étant une atteinte à la stabilité juridique, à la sécurité juridique, à la confiance légitime des citoyens à l'égard du système légal. N'oublions pas une chose très importante, que le Conseil constitutionnel libanais a rendu une décision depuis quelques semaines, juste avant... C'est ça, nous allons parler à propos de la décision juste du Conseil. Juste avant quelques jours oui. du vote de cette loi, et cette décision a déclaré la constitutionnalité de la loi dans tous ses aspects. Nous allons certainement discuter à propos de la décision du Conseil. Mais en ce qui concerne les amendements, les principales modifications qui ont été introduites, quelles sont ces principales modifications? Si je veux parler de ces modifications-là, il faut revenir aux 2 textes et faire une comparaison entre les 2 textes. Le texte initial et le texte final. Le texte initial et le texte final. Le texte final, c'est-à-dire la loi modificative qui a été adoptée le 31 juillet et le texte initial qui a été voté 40 jours plus tôt. Donc, les modifications
porte surtout sur 3 points essentiels. Premièrement, la valeur locative de référence. Deuxièmement, les années de prorogation. Et troisièmement, les augmentations progressives des loyers. Donc ici, devant moi, sous mes yeux, j'ai les deux lois. Et je vais faire cette comparaison entre la version initiale et la version amendée. Premièrement, la nouvelle loi, on constate clairement que la nouvelle loi du 31 juillet a prolongé le délai de libération des loyers conclus avant 1992, désormais compris entre 5 et 8 ans après l'entrée en vigueur de la loi, tandis que le texte initial fixait une seule période de 4 ans. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, sous le nouveau régime, les locataires sont répartis en 4 catégories, alors qu'avant, il n'y avait pas de répartition entre les locataires. Et ce qui touche au principe d'égalité des citoyens devant la loi, qui est consacré dans le préambule, et le préambule a la même valeur constitutionnelle que les textes de la Constitution et aussi à l'article 7 de la Constitution. Vous parlez d'un barème progressif d'augmentation des loyers selon les catégories, 4 catégories. Voilà, 4 catégories. Donc, quelles sont les 4 catégories? Ce sont, première catégorie, concerne les biens-fonds dont les loyers ont été conclus avant 1992 sans paiement de pas de porte. Les baux seront maintenus pour une période de 5 ans durant laquelle l'augmentation des loyers suivra une progression par palier. Donc ici, on parle de 30% de la valeur locative de référence de la première année, 40% la deuxième année, 50% la troisième et 100% les quatrième et cinquième année. Puis calcul du loyer selon la valeur de référence, le loyer équivalent pour les 4e, 5e, 6e années. Voilà. Ça, c'est clair. D'accord. Pour les troisièmes, donc bien, cette répartition concerne la première et la deuxième catégorie. En ce qui concerne la troisième et la quatrième catégorie? En ce qui concerne la troisième et la quatrième, la troisième catégorie concerne ceux ayant payé un pas de porte après 2015. Donc leurs baux seront prolongés pour 7 ans et ils paieront 30%, 40%, 50%, 60% durant les 4 premières années, puis le loyer pratiqué sur le marché pendant les 3 années suivantes. Et pour la dernière catégorie, les loyers de biens dépassant 500 mètres carrés et ceux dont les locataires ont dépensé des frais que le propriétaire est normalement en charge d'assumer. Donc ici, on parle des répartitions structurelles, de reconstruction, etc. Aussi, on parle des baux liés à des institutions publiques comme les écoles publiques ou à des entreprises commerciales relevant de professions libérales comme par exemple les pharmacies réglementées par la loi. Donc voilà, ici, on a une prolongation pour 8 ans. La hausse suivra la même progression que pour les locataires de la troisième catégorie qu'on vient de citer. On est en train de lire ces détails parce que c'est aussi technique, voilà. Donc il faut être aussi précis. Juste pour mentionner que de plus, la disposition qui permettait aux bailleurs de renoncer aux augmentations des 2 premières années en contrepartie de la récupération du bien a été supprimée. 2 autres amendements. Voilà ce que vous venez de dire. Et bien sûr, la loi prévoyait une augmentation progressive des loyers pendant la période de 4 ans jusqu'à atteindre 8% de la valeur locative du bien concerné, alors que la nouvelle loi plafonne la hausse à 5%. Et on ne connaît pas pourquoi c'est à 5%. On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'alinéa annulé par le Conseil constitutionnel? Il a été réintroduit et reformulé dans la nouvelle loi modificative. Et donc, c'est précisément l'article 4 de cette loi que je peux vous lire. L'indemnité due aux locataires diminue proportionnellement à la durée restante de la période de prolongation, soit d'un 5e, d'un 6e, d'un 7e ou d'un 8e pour chaque année de la période de prolongation écoulée, selon les cas mentionnés dans cette loi. Du point de vue juridique, faut-il republier toute la loi ou seulement les amendements? C'est une question très importante parce qu'elle cause une problématique, parce que les répercussions, les conséquences juridiques diffèrent selon l'option retenue, c'est-à-dire selon si on publie le texte intégral ou bien seulement les modifications. À mon avis, et juridiquement parlant, je pense qu'il faut seulement publier les modifications pour 2 raisons essentielles. Premièrement, parce que les modifications
porte sur quelques articles de la loi et non pas sur l'intégralité de la loi. Et deuxièmement, parce que ces modifications portent surtout sur des délais. Et donc, il vaut mieux que les modifications seulement soient publiées. Et j'aimerais bien aussi mentionner l'expérience qu'on a subie avec la loi sur les loyers résidentiels, parce que cette expérience-là nous a montré qu'il y a une difficulté que peut engendrer la republication de la loi tout entière. On a eu un vide juridique entre les années 2014 et 2017 à cause de la republication de cette loi. Donc, il sera plus judicieux de publier seulement les textes modifiés. Les modifier. Selon vous, ce texte établit-il un juste équilibre entre les droits des bailleurs et les locataires? Je pense que le texte qui a été modifié récemment n'établit pas réellement l'équilibre entre les locataires et les propriétaires. C'est plutôt le texte dans sa version initiale qui établit cet équilibre-là pour plusieurs raisons. Surtout que le texte modificatif a annulé deux stipulations très essentielles. Premièrement, ce que vous venez de dire juste maintenant, le fait que le propriétaire a la possibilité de réduire à 2 ans le délai de l'évacuation du locataire ou de libération du local si le propriétaire renonce à son droit aux augmentations progressives. Et deuxièmement, parce qu'on a diminué le pourcentage de 8% à 5%. Voilà, à 5%. Donc, l'équilibre n'est pas tout à fait... Juste pour dire établi. que ces amendements ont suscité une vague d'opposition parmi les propriétaires qui estiment qu'ils compromettent l'équilibre initial de la loi et imposent à nouveau des restrictions injustes en faveur des locataires au détriment des négociations libres et équitables. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Donc, cette opposition parmi les propriétaires de ces amendements, vous les expliquez comment? Je les explique que ce sont des oppositions légales et qu'ils peuvent avoir recours au Conseil constitutionnel. Voilà, donc un recours peut être présenté auprès du Conseil constitutionnel. Il doit être signé par 10 députés et dans un délai de 15 jours suite à la publication de la nouvelle loi dans le journal officiel. Et puis, donc, on verra la décision du Conseil. Et quel est le sort des procès intentés durant la période du vide juridique, soit les 2 années ayant suivi l'adoption de la loi avant son retour au Parlement? Donc ici, il y a un texte très clair dans la nouvelle loi, c'est-à-dire la loi modificative, c'est l'article 5 de cette loi qui stipule clairement que les actions intentées durant la période de vide juridique seront soumises aux dispositions du Code des obligations et des contrats. Et ce code prévoit clairement le principe de liberté contractuelle avec toutes ses implications. Les amendements récents ouvre à nouveau le débat sur le respect de l'État pour sa législation et les droits des citoyens, car il est difficile de parler de sécurité juridique ou d'attractivité pour les investisseurs si les lois sont modifiées quelques semaines après leur application. Vous êtes d'accord? On a bien parlé de la continuité législative, de l'importance de cette stabilité et continuité législative. Voilà, et de la sécurité juridique. La sécurité juridique ne signifie pas le maintien inchangé d'une situation existante, mais plutôt la prise en compte de cette situation par le biais d'une loi progressive dans le temps, et ce qui permet une transition vers un cadre juridique plus équitable et plus conforme aux règles de droit et aux normes juridiques. Pensez-vous que cette loi sera la dernière loi exceptionnelle concernant les loyers non résidentiels? Oui, tout à fait. Elle sera la dernière loi. Il faut bien retenir la loi numéro 243 de l'année 2021. Cette loi a prolongé les contrats jusqu'à fin juin 2022. Je pense que le législateur a finalement corrigé la grande faute de prorogation et des prorogations successives. Et voilà, je pense qu'il est évidemment qu'il n'y aura pas de retour en arrière.
Y a-t-il du nouveau en ce qui concerne les loyers résidentiels, notamment en ce qui concerne les délais d'application entre 2014 et 2017? Il existe toujours cette divergence d'interprétation jurisprudentielle entre les tribunaux. Il y a des tribunaux qui appliquent la loi de l'année 2014, d'autres tribunaux qui appliquent celle de 2017. Donc si on applique la loi de 2014 comme l'entrée de cette loi en vigueur comme point de départ du délai de 9 ans prévu pour la libération des loyers, donc ici, cela signifie qu'il est déjà expiré, que ce délai de 9 ans est déjà expiré, alors que si on applique la loi de 2017, cela implique que le délai est encore en cours et ne prendra fin qu'en 2026 et précisément en février 2026, fin février 2026. Mais est-il possible encore de contester ou bien les nouveaux amendements? Quelle pourrait être la position du Conseil constitutionnel? Bien sûr, parce que voilà, il faut attendre la publication de cette loi au journal officiel et puis un recours pourra être présenté auprès du Conseil constitutionnel dans un délai de 15 jours suite à la publication, comme on a dit, par 10 députés. Et le Conseil constitutionnel donc va étudier le recours et il va l'examiner, bien sûr, si les nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution, aux procédures prévues, selon les procédures prévues par la Constitution, par la loi constitutive du Conseil constitutionnel et par son règlement intérieur. Mais cependant, il est peu favorable que le Conseil constitutionnel s'écarte de sa jurisprudence rendue il y a quelques semaines, aussi de sa jurisprudence rendue en 2014, qui est une jurisprudence de principe. Mais ce qui m'importe, qui importe les téléspectateurs, c'est la dernière décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel. Oui. Qu'en pensez-vous de cette décision et la jugez-vous équitable d'un point de vue juridique et constitutionnel? Bien sûr, c'est une décision qui s'inscrit dans le strict respect de la loi, parce que en confirmant la constitutionnalité de cette loi, le Conseil constitutionnel a bien agi. En maintenant cette loi, le Conseil constitutionnel a apporté une réponse juridique appropriée à une situation inconstitutionnelle persistante depuis plus de 40 ans. Donc voilà. Et mais les locataires ont jugé cette décision comme étant favorable aux propriétaires. Voilà, ils jugent comme ça, mais il faut toujours se baser sur le contenu de la décision, sur les motifs, sur ce qui a été jugé, sur le dispositif. Voilà, donc si on revient à cette décision-là, on trouve clairement que c'est une décision qui est bien fondée sur sur des principes constitutionnels, de justice équitable, etc. Donc beaucoup de principes, et voilà, il faut bien mentionner que le Conseil constitutionnel, dans cette décision, a repris une décision très importante rendue en 2014 concernant les loyers résidentiels, où il a affirmé ces principes, il a élaboré d'une façon très claire et concise ces principes-là. Donc voilà, il faut toujours revenir à cette décision de 2014. Vous avez autre chose à ajouter à propos de la décision? J'ai la décision ici sous mes yeux, mais voilà, j'aimerais bien dire ce que le Conseil constitutionnel a jugé dans cette dernière décision qu'il a rendue en 2025. Il a estimé que le délai de 4 ans pour la libéralisation complète et absolue des locaux non résidentiels est un délai raisonnable et que la loi instaure un équilibre. Donc il a utilisé ces termes de raisonnable et d'équilibre entre les intérêts des locataires et des propriétaires. Aussi, j'aimerais bien mentionner qu'il y a eu un avis dissident d'un membre du Conseil qui a estimé que la loi devait être annulée immédiatement, non pour les motifs invoqués par les députés requérants, mais parce qu'elle porte atteinte à la sacralité du droit de propriété et que donc les contrats de location doivent être mis à terme sans délai, donc considérant inconstitutionnelle leur prorogation automatique et forcée, etc., avec beaucoup de motifs et de justifications.
Maître Judith Etienne, vous êtes avocat et docteur en droit, je vous remercie. Merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.